Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Face à ce micro, j'ai l'impression d'être Franklin Roosevelt. Bonjour à tous, bienvenue sur le premier numéro des podcasts de la Horde pour le compte des éditions du Nouvel Attila. Pour ce premier épisode, nous avons tenu à enregistrer quelque chose qui allégerait un peu ce confinement et cette période si particulière en rappelant la beauté du mouvement et du voyage. Nous avons enregistré dans les bureaux du Nouvel Attila tout à fait à propos parce qu'en réponse au cloisonnement imposé, Benoît Viraud, éditeur et fondateur du Nouvel Attila, va nous donner ici son point de vue sur les lieux de travail d'un éditeur et de leur substance. On va parler des lieux du livre aujourd'hui. Ok. À savoir où se fait le travail éditorial. L'éditeur a-t-il besoin d'un bureau ou a-t-il besoin de sortir de son bureau pour se mettre en condition, traiter les manuscrits, trouver des idées. Vous vous rappelez, c'est la question qu'on pose, l'une des questions qu'on pose le plus aux écrivains, c'est comment écrivez-vous ? Alors, Jean-Paul Sartre écrit au Flore, Jérôme Lafargue écrit en passant la tondeuse à gazon dans son jardin, mais il n'y a pas de... Et puis, certains écrivent dans le train, mais il n'y a pas de cas pareil. Mais on ne pose jamais cette question aux éditeurs. Où lisez-vous ? Elle est pourtant simple et elle est pourtant immédiate. Généralement, à lecture marquante, souvenir marquant du lieu qui l'a accompagné. C'est là-dessus que je voudrais porter l'attention, notamment du fait qu'après une douzaine d'années de vie professionnelle parisienne intense, je me suis aperçu que l'esprit circulait plus facilement, plus aisément, dès que je montais dans un train et dès que je m'éloignais de quelques kilomètres de ma zone de confort et de ma zone d'habitation habituelle, comme si finalement c'était le mouvement, la promesse du mouvement et le voyage dans sa durée qui garantissait l'énergie et la sérénité et l'efficacité de l'esprit. Et vous vous rappelez justement de la première fois où ça vous a fait cet effet-là ? Où vous vous êtes rendu compte que quitter Paris rendait vos lectures plus marquantes et motivait une nouvelle façon de travailler ? Je me rappelle de la première session de travail que j'avais pas forcément organisée pour ça, mais où j'ai senti qu'il y avait une influence du climat et du lieu, et donc de cette envie que j'ai eue de regrouper mes lectures dans un endroit donné. Et c'était dans un village de la Drôme, un village tout à l'est de la Drôme, dans un cirque de montagne qui s'appelle Dieu le fit, le village des justes, dont la devise est quand même inoubliable, Dieu le fit et cassa le moule. Et en fait, j'ai emprunté l'iPad d'une copine. Je lui ai emprunté le PDF de 2 textes d'amis, notamment d'Hélène Sturm. Je crois qu'ils étaient encore à l'état de manuscrit. Je suis allé les lire entre le camping et le ruisseau. Et là, je me suis dit que j'avais trouvé ma voie, sans mauvais jeu de mots, disons la voie intermédiaire, la voie sinueuse, à glisser entre le bureau et les vacances, c'est-à-dire le petit pactage illimité de manuscrits que je pouvais emporter sur mon dos quand je quittais mon domicile et mon bureau. Et donc j'ai institué quelque part Dieu le fit, puis finalement l'ensemble des moyens de transport et l'ensemble des lieux de voyage, de déplacement, comme des succursales du bureau du Nouvel Attila, pour un accompagnement éditorial plus léger, plus serein et quelque part, je dirais, avec plus de recul. Et est-ce que maintenant, le fait d'avoir découvert que la lecture ailleurs qu'au bureau améliore votre façon de travailler, est-ce que ça signifie que la lecture au bureau est proscrite ? La lecture de manuscrits au bureau est réservée aux stagiaires. Le fondateur du Seuil, Paul Flamand, disait « Un bon éditeur n'est jamais dans son bureau ». C'est amusant de pousser le paradoxe jusque-là, mais disons qu'un éditeur est là a priori pour faire circuler des idées, ce qui implique tout de même un certain nombre de circulations, de rencontres, de réseaux de déplacements. Mais il est aussi là, et c'est là une notion qu'on ne fait pas assez remonter, il est aussi là pour faire vivre les textes. Et j'insiste beaucoup lorsque j'anime des ateliers, notamment les ateliers de lecture de manuscrits à Manosque, à Biarritz, à Chambéry, sur cette idée que le texte n'est pas une chose morte,
donné une fois pour toutes, ni lorsque l'auteur le dépose à son éditeur, ni a fortiori lorsque l'éditeur commence à mettre le nez à l'intérieur, mais justement le texte doit bénéficier d'un maximum de recul, d'aération, de prise en main, de reprise en main, de dialogue, et je dirais que l'ouverture sur l'extérieur, et le fait de décentrer son propre corps, finalement, en même temps que ses conditions de travail, est porteur d'un décentrement du regard et d'un enrichissement du regard sur le texte. Et alors sur cette question du décentrement, qu'est-ce que vous pensez du lieu commun que s'avère être Paris pour les éditeurs ? Alors, évidemment, il y a une question qu'on pose par-dessus tout aux éditeurs, plus que celle de « où lisez-vous ?», c'est « est-il important d'être à Paris pour être éditeur ?» Et c'est une question qu'on a dû poser un nombre incalculable de fois à M. Toussaint Louverture, autant qu'il fait, ou à Actes Sud. Mais Actes Sud avait la parade, puisqu'ils ont toujours entretenu un grand bureau parisien à côté de leur petit bureau arlésien. Eh bien en fait, je pense que c'est de moins en moins vrai, et je pense que ça l'est en partie à cause du succès récent de Toussaint Louverture, justement. À toutes les époques, il y a eu une vaste constellation d'éditeurs parisiens. Alors au XIXe siècle, c'était beaucoup d'éditeurs religieux, mais après, il y a eu des éditeurs spécialisés. Par exemple, Artaud, Glénat, du côté de Grenoble. Et puis, à notre époque, il y a eu le symbole Actes Sud très fort, c'est sûr, mais Actes Sud, en fait, s'est battu depuis la province, mais avec une base arrière, je dirais qu'Arles fonctionnait plutôt comme une base arrière d'Actes Sud, et que toute leur armada médiatique était plutôt située à Paris. Et je pense que le succès de Toussaint Louverture, et peut-être aussi les origines bretonnes d'Oliver Gallmeister, dont le premier bureau était ouvert dans un tout petit village de Bretagne, je ne sais plus si c'était dans le Finistère ou dans le Morbihan, a aussi joué un rôle dans l'imaginaire symbolique. Les éditions Soleil ont démarré à Toulon. Et je crois qu'aujourd'hui, Paris est important pour rencontrer les libraires et les journalistes, et uniquement. Et finalement, cette période de rencontre, qui dit qu'elle ne serait pas plus efficace pour un éditeur de province qui bloque tous les mois une semaine ou une dizaine de jours à Paris et qui s'en retourne se concentrer et travailler dans son petit palatin, plutôt que de quelqu'un qui serait mobilisé à Paris, submergé par le nombre de choses à faire, et qui finalement, à force de proximité et de facilité des contacts, ne les saisit plus. Les éditions Finitude, pendant 10 ans, ont défendu leurs livres par téléphone. Alors j'allais dire, la dernière chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est le contact physique de l'éditeur qui voyage et qui reste présent dans sa librairie. Mais je dirais que des coups de téléphone réguliers valent mieux que des visites sporadiques. Et donc ce contact physique nécessaire, à quel niveau vous l'appliquez, vous, dans votre approche vagabonde dans le travail ? Une autre approche, un autre vecteur de connaissance des lieux, c'est le besoin d'accompagner les auteurs sur leur lieu. Je suis loin d'être le seul dans ce cas, mais je ne peux pas publier un manuscrit si je n'ai pas rencontré l'auteur. Et du coup, un autre moyen d'approcher la connaissance, d'approcher de cette thématique des lieux, c'est celle d'accompagner les auteurs sur leur lieu. Et je dis bien là, lieu dans l'absolu, pas forcément lieu d'écriture ou lieu de vie. Et je propose spontanément, quand l'auteur n'est pas parisien et n'habite pas trop loin, d'aller le rencontrer chez lui, ou quand il habite trop loin, d'aller le rencontrer à mi-chemin. On a beaucoup glosé avec Christophe Ségas, l'auteur de Remington, qui habitait à Albi, sur la manière dont on pourrait se croiser. Et dans un mail étonnamment méthodique et ludique, il m'avait proposé 3 solutions: se rencontrer à Limoges, à Bordeaux ou à Toulouse, selon les durées respectives d'avion, de train et de route. Finalement, on s'est rencontrés dans une librairie bordelaise, Le Passeur. Pour Gauze, il y a eu une exception, puisqu'il s'est annoncé 3 fois et qu'il a raté 3 fois son avion. Pour certains traducteurs, comme Denis Amoutiot, traducteur du Désert et la Semence, j'ai failli aller le voir à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et puis c'était une journée de grève. Finalement, c'est lui qui a pris sa voiture et qui est venu me voir dans un café du boulevard d'Athènes, à Marseille. Donc ces lieux, dans la vie de l'éditeur, alterneraient les lieux de concentration, mais je dirais presque de concentration physique plus qu'intellectuelle, qui sont les lieux où on accomplit un travail administratif, un travail de RH. Les équipes, stagiaires, apprentis, graphistes, freelance sont bien placés pour savoir que le bureau joue quand même un rôle de noyau essentiel quand on doit présenter les gens, débattre pour la première fois d'une idée ou du potentiel. Mais il y a aussi les lieux de concentration donc spirituelle, qui sont ceux-là que j'évoque à propos de la mobilité et du déplacement. Il y a les lieux des auteurs, il y a les lieux communs,
qui sont là les lieux où se passe la rencontre au sens collectif du terme, la librairie, on découvre les textes des autres, la librairie, on parle pour la première fois de ces textes, le salon, où on va à la connaissance des libraires qu'on n'a jamais rencontrés, les fêtes et les festivals, où on explose les repères et les dimensions qu'on donnait aux livres. Et puis il y a toute la sphère étrangère qui est celle où on part à l'aventure et à la recherche de quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. C'est vrai que je fais souvent, ayant peu l'habitude de travailler avec des agents, je fais souvent mon miel des trouvailles, pour ne pas dire des ripailles, surtout dans certains pays proches de la Méditerranée, de ce que je peux trouver en librairie. Je me rappelle avoir trouvé la première version du contre Amazon dans une librairie de Chelsea, donc dans une édition canadienne. Et l'étranger est par définition la sphère de l'insoupçonné, de l'inconnu. Il est rare qu'on ait déjà fait le voyage dans sa tête et qu'on puisse remettre des noms dans les images qu'on s'était faites, même si ça m'est arrivé à la librairie Eterna Cadencia de Buenos Aires. Mais le plus souvent, c'est vraiment de la terra incognita et de la pure découverte, quasiment spatiale ou extraterrestre. Voilà, c'était Benoît Viraud, qui dans cette conversation nous a donné quelques pistes de réflexion personnelle autour de l'espace de travail dans l'édition contemporaine. À l'avenir, nous explorerons bien d'autres thématiques et problématiques du livre, dès que le confinement le permettra. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous bon courage et le meilleur de la santé pour les semaines à venir. C'était Louis Desflers, nous vous remercions et vous disons à très bientôt dans un nouvel épisode des podcasts de la Horde.